Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Jusqu'au parachutage de M. Tebboune, le pouvoir algérien, d'une certaine manière, a toujours su rester cohérent avec ses propres méthodes, dans le droit fil de ses dérives pourtant, et surtout pour la raison qui coule de source, qu'une médiocratie ne peut pas produire du mérite, qu'un système despotique ne peut pas respecter les droits humains, la démocratie, les élections sincères. Ce serait une démarche incompatible avec les logiques qui le constituent et lui permettent de s'imposer au peuple dont il a capté la souveraineté. Un tel pouvoir, qui garde le cap de ses turpitudes, des viols systématiques qui le fondent, ne peut pas s'amender, aller à contre-courant de sa propre survie. Ce serait absurde, tout simplement. Par contre, et pour pouvoir se maintenir à flot contre vents et marées, il lui est indispensable de ne pas rompre les équilibres qui le maintiennent en vie, malgré la septicémie politique qu'il porte en lui. Voilà pourquoi il ne lui suffit pas de trafiquer les élections, mais de tout faire pour faire croire qu'elles ont été correctes, que c'est le peuple, dans sa majorité souvent écrasante, qui l'a choisi et adoubé son programme. Voilà pourquoi il a toujours fait en sorte de faire croire que la séparation des pouvoirs est consacrée en Algérie, dans les textes et dans la pratique. Voilà pourquoi, lorsqu'il réprime la contestation et les aspirations à la démocratie, il laisse croire que c'est la justice, l'institution judiciaire, le juge d'instruction, et non pas lui qui a appliqué la loi pour protéger la nation d'individus à la solde d'intérêts étrangers, de mercenaires, de harka, d'agents du Merzen, pour nuire à l'État et à la cohésion sociale, et dans cette même logique, tout entreprendre pour dissiper la répression dans l'habituel fumigène de la propagande. Cela a toujours été ainsi depuis 1962, depuis l'indépendance du pays, jusqu'à ces derniers temps. Sauf que depuis donc l'avènement de M. Tebboune, l'actuel squatteur d'El Mouradia, devenu l'homme fort par défaut, d'étranges attitudes ont pris le pas sur l'habituelle prudence du système. La mégalomanie et la mythomanie compulsive qui semblent gravement affecter le personnage, M. Tebboune, ont transformé le système de fonte en comble, en bidule totalement incontrôlable qui n'obéit plus à une quelconque logique, mais juste au caprice échevelé d'un illuminé qui n'avait jamais espéré un tel destin national et qui s'accroche à ses prérogatives comme le ferait un enfant hystérique avec son jouet qu'il broie et qu'il casse au lieu de tout faire pour vouloir le garder pour lui tout seul. C'est ainsi que la justice ne fait même plus semblant d'instruire les dossiers à charge et à décharge, de prospecter le code de procédure, de respecter le code de procédure pénale, la Constitution, la loi. La seule loi qui reste est celle du maître, du but roi, qui n'a aucun scrupule à violer
allègrement et tous les jours la Constitution et les lois qu'il a lui-même imposées au peuple. Dans une parodie de référendum. Il est dans une telle terreur d'être évacué, de voir ressurgir le Hirak, qu'il en est arrivé à faire condamner des militants pour la démocratie, pour des publications, voire pour un poème sur les réseaux sociaux. C'est un taureau en folie au milieu d'un magasin de vaisselle. Il a tout renversé, tout compromis jusqu'à l'avenir de ses comparses, de ses courtisans et de la junte qu'il a fait roi. Il a chamboulé les équilibres régionaux et les relations avec tous les voisins de l'Algérie, avec tous ses partenaires, sauf ceux, bien sûr, qu'il craint comme la peste, parce qu'il sait qu'ils peuvent le renvoyer chez lui, voire lui ouvrir les portes de la prison dans laquelle il a lui-même jeté des centaines de barons du régime, tous plus importants les uns que les autres, et dont certains étaient ses complices, ses comparses, ses patrons et ses acolytes. Pardon. Pardon pour le lapsus alcoolite, c'était peut-être un lapsus révélateur, n'est-ce pas? Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aïssa Guichoud depuis Strasbourg, militante politique pour la démocratie, Assia Guichoud, pardon, Assia, pour la démocratie en Algérie, membre de Rachad France. Assia, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal Din, et j'en profite pour souhaiter un très bon Ramadan à vous tous, aux téléspectateurs et à toute l'équipe. Merci. Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale des droits humains en France, vibrant défenseur des droits de l'homme quand il était en Algérie, qu'il a dû quitter malheureusement pour avoir justement trop défendu les droits humains et qui se retrouve aujourd'hui en France à refaire sa vie. Mais Maître Issa Rahmoun, qui est une véritable success story, qui non seulement réussit dans sa vie, dans sa carrière, mais qui continue de faire beaucoup de bien autour de lui. Maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci, Si Jamal, pour l'invitation. Salam alaikum. Bonsoir à Assia Guichoud, à toute la régie et à mon tour aussi de souhaiter Ramadan Mubarak لكل الأمة المسلمة وللجزائريين, les téléspectateurs de Maghrébie en particulier. Merci. Alors, nous allons essayer de travailler un peu sur deux sujets très importants. Le premier, que nous allons aborder un petit peu seulement, puisqu'il n'a rien apporté de nouveau, est la visite de M. Nunez, ministre de l'Intérieur en Algérie, qui a été reçu par son homologue, M. Saïd Saïoud, qui lui porte un titre à rallonge. Ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et du transport. Et donc, et là, on vient d'apprendre qu'il a été reçu par M. Tebboune. Alors, je vous annonce la couleur avant de commencer à en parler. En fait, c'est la montagne qui accouche d'une souris pour le moment. Rien de vraiment notable, rien n'a été vraiment décidé, sauf, nous dit le ministre dans un communiqué, ministre de l'Intérieur, qui nous apprend qu'il a rencontré le président algérien Abdelmajid Tebboune au terme d'une visite à Alger. Il a déclaré avoir travaillé avec ses homologues algériens. Alors, je le cite,
a réenclenché un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. Et le ministre français nous dit aussi que l'objectif, selon lui, est de reprendre des relations de sécurité normales et de les densifier en termes de coopération judiciaire, policière et de renseignement. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que signifie tout ça selon vous? Y a-t-il du nouveau? Non, il faut rappeler déjà le contexte et les objectifs de la visite du ministre de l'Intérieur français. Souvenez-vous, le 30 novembre 2027, il s'est exprimé sur les ondes de la chaîne de télévision BFM TV, Nunez, et il avait répondu aux journalistes qui posaient la question sur l'évolution des relations bilatérales et de la coopération entre Paris et Alger, ou Alger et Paris. Nunez avait déclaré qu'il a reçu une invitation, et ça remonte au 30 novembre 2025. Vous pouvez, les téléspectateurs peuvent se remémorer de ces déclarations. Et donc, sa visite, elle intervient à l'invitation du ministre intérieur algérien. Et souvenez-vous que parmi les conditions du ministre de l'Intérieur français, c'était un débat d'ajustement technique. Il a souligné l'importance de la visite, mais aussi de reprendre les échanges techniques entre les deux ministères régaliens, à savoir les ministères de l'Intérieur. Par ailleurs, les conditions avancées par le ministre de l'Intérieur français pour la reprise effective des discussions et probablement les développer d'une manière efficace et sereine, était la reconduite des Algériens en situation irrégulière en France et le dossier de Christophe Glaise, qui est jusqu'à présent incarcéré en Algérie. Voilà, donc le contexte de cette visite elle s'appuie sur deux chapitres, probablement trois. Un, une coopération sécuritaire, une coopération sur la question de la migration, et là, la France obéit aussi aux décisions de la Commission européenne qui ont revu leur politique d'immigration à travers le pacte européen, le pacte nouveau européen pour la question de l'asile, de l'immigration, mais aussi sur les échanges de type énergétique et commerciaux. Donc voilà, les perspectives apparemment selon le contexte de la visite, ses objectifs et la conditionnalité de la visite du ministre de l'Intérieur français sont basés sur ce. Donc il n'y a pas d'avancée pour être clair, pour les Algériens établis en France, du moins. Et là, je ne parle pas des Algériens en situation irrégulière qui sont poussés, qui sont devenus par la force des choses et par le comportement de l'État algérien, des autorités algériennes, des haragas, par la force des choses. Mais ça ne rentre pas dans une quelconque perspective du côté d'Alger de promouvoir l'immigration algérienne, la diaspora algérienne, ses droits et libertés en étant résident ou binationaux en France. Et nous allons revenir dans un instant sur ce sujet, justement, qualifié de sécuritaire, et de coopération et de circulation par les deux parties. Je vais donner d'abord la parole à Assia Choud. Assia, que vous inspire donc cette déclaration, cette rencontre entre les deux ministres des deux pays, puis avec le chef de l'État algérien. Pardonnez-moi de dire les choses comme elles sont. Le chef de l'État algérien, qu'on le veuille ou non.
Oui, bon, c'était quand même nécessaire pour les Français de reprendre cette relation. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce qu'il y a des questions très importantes sur le plan technique, comme le disait Maître Aïssa Rahmoun, qu'il fallait absolument discuter avec le régime algérien, notamment le ministère de l'Intérieur algérien. Cette invitation, effectivement, elle a été initiée par le ministre de l'Intérieur en Algérie. Et la dernière fois que Ségolène Royal s'était rendue en Algérie, donc vers le 26 janvier, si mes souvenirs sont bons, quand elle a rencontré Tebboune, il lui a dit explicitement, elle l'a dit dans un discours, hein, et même quand elle est rentrée, il lui a dit explicitement, on attend le ministre de l'Intérieur français. Il a été invité, il était censé venir, mais ça a été retardé. Parce que, bon, il a expliqué d'ailleurs qu'au niveau organisationnel, il fallait quand même mettre en place un certain nombre de choses. Donc, c'était une visite qui était prévue et même Tebboune l'a appuyé et il était totalement favorable. Maintenant que l'UNES soit accueilli El Mouradia par Tebboune, ça c'est une autre question. Qu'il soit accueilli par le ministre de l'Intérieur algérien, c'est totalement normal. Et ils ont quand même pas mal de dossiers à mettre sur la table. Mais que Tebboune le reçoive, ça questionne. Moi, je me pose des questions. Alors, qu'est-ce qui s'est négocié? Parce qu'on sait qu'il y a des dossiers extrêmement sensibles en ce moment entre les deux pays, notamment la question de Christophe Glaise, la question de certains diplomates algériens qui sont dans des prisons françaises. Voilà, il y a un certain nombre de choses finalement qui peuvent être négociées. Je ne sais pas quel a été le contenu de cette rencontre parce que j'ai essayé de regarder sur les réseaux officiels. Les vidéos des rencontres étaient mutées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les entendre, il n'y avait pas de son. Ce qui provoque encore plus d'interrogations de ma part sur le contenu de cette rencontre. Il est totalement normal qu'un ministre de l'Intérieur soit reçu par son homologue algérien en tant que ministre de l'Intérieur, mais qu'il soit reçu par le président de la République, c'est quand même un petit peu plus rare. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Après, le français, il est dans son rôle, hein. Il veut absolument garder le contact. Il y a des dossiers sensibles sur la table, comme je le disais, les OQTF. Voilà. Et il y a aussi la question sécuritaire aux frontières, etc. Donc, on ne peut pas rompre les relations de cette manière-là sur le plan sécuritaire entre deux pays. Il est inenvisageable. Asia, surtout que entre ces deux pays, qu'il y a d'abord une émigration algérienne en France qui date depuis des décennies et des décennies, bien avant l'indépendance du pays, dont nombreux, quasiment une majorité, sont franco-algériens, ça veut dire qu'ils ont les deux nationalités, qu'ils font le va-et-vient entre les deux pays. Certains font des affaires, d'autres ont des liens familiaux très forts qu'ils continuent d'entretenir. Mais au-delà de ça, Asia, et c'est la question que je vous pose à tous les deux, vous et Maître Aïssa Rahmoun. D'abord, les harragas. Les harragas dont personne ne connaît le chiffre réel. Il y a des spéculations, des recoupements, des cadrages. Nous savons que pour ce qui est des OQTF, parce que là c'est facile de savoir combien ils sont, puisque les décisions sont délivrées par la justice française. Ils sont des milliers d'OQTF non exécutés, que le régime algérien refuse de recevoir. Il refuse de leur délivrer des passeports consulaires. Il y a les harragas, les émigrés clandestins, qui ne sont pas encore au QTF. Ils seront au QTF du jour où il y aura une vérification de papier, qu'ils les prennent, qu'ils les mettent dans un centre de rétention et que le juge leur ordonne de quitter le territoire puisqu'ils sont clandestins. Cela, c'est une autre question. Certains parlent de dizaines de milliers, mais d'autres parlent de centaines de milliers. C'est très difficile. Et personne n'ose dire le vrai chiffre ou essayer seulement de l'évaluer, y compris l'extrême droite.
parce que l'extrême droite est très prudente sur le chiffre, parce que ça risque de lui revenir à la figure si demain elle prend le pouvoir. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. De dire, moi, si je prends le pouvoir, j'expulse les centaines de milliers de Harraga, c'est quasiment impossible. Tout le monde le sait. Personne ne pourra expulser d'une façon légale et fonctionnelle et qui respecte les procédures des centaines de milliers de Harraga. De l'autre côté, et je m'arrêterai là pour vous laisser vous exprimer sur la question, de l'autre côté, côté Algérie, nous savons, nous, les Algériens, que c'est le système qui organise la harga, comme il l'a toujours fait, comme il l'a fait, comme je l'ai dit hier, lors du printemps kabyle, amazir, berbère. Vous pouvez consulter les chiffres de l'OFPRA, les statistiques 2002 et 2003. L'Algérie figure au rang premier du nombre de réfugiés politiques et d'asile en tout genre. Et quand j'ai demandé, moi, personnellement, au directeur général lui-même de l'OFPRA, il m'avait dit « Oui, c'est parce qu'il y a le printemps berbère. » Il ne me l'a pas dit, mais j'ai compris qu'il voulait dire que c'est les autorités algériennes elles-mêmes qui ont insisté pour qu'on les débarrasse de ces trublions pour étouffer la rébellion en Kabylie, l'asphyxier, faute de combattants. Et donc c'est pour ça qu'en ces années... Et là, le Harraga, c'est différent. C'est les gardes-côtes qui laissent passer, c'est les passeurs qui sont organisés, qui ont pignon sur rue, qui ont quasiment des petits ports, des petites criques où il y a du carburant, des go-fast, des vedettes, etc., et que personne n'ennuie. On n'a jamais entendu parler de l'arrestation d'un seul passeur. Je ne parle pas des petits passeurs, hein, je parle des gros passeurs. Et donc, côté algérien, comment pourrait-il demain accepter de régler ce problème d'OQTF et d'immigrés clandestins lorsqu'on sait que c'est lui-même qui s'en est débarrassé pour avoir la paix en Algérie, pour, j'allais dire, réguler la rue algérienne. D'abord, Issa Rahmoun, qui est un peu dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Écoutez, Si Jamal, il faut savoir que le dernier classement, déjà, parce que quand on parle de la politique française et dans les accords bilatéraux avec l'Algérie en termes de sécurité et de migration, ce n'est pas la France qui est porte-parole de l'Union européenne, mais c'est toute la Commission européenne, c'est toutes les institutions européennes. Sachant que l'Algérie est... c'est le dossier, moi je suis profondément convaincu que c'est le dossier de Boualem Sansal, a classé l'Algérie pays pas sûr. Nonobstant ce qui se passe en termes de répression en Tunisie, en Égypte, tenez-vous bien, au Bangladesh, à Cuba et aux Philippines, et au Maroc, d'un moindre coût, et il faut le dire, l'Algérie est classée pays pas sûr, contrairement à ces pays que j'ai cités qui sont classés pays sûrs. Et quand on voit les statistiques de l'OIM, l'organisation internationale qui travaille sur la migration, pour la migration, quels sont les dispositifs législatifs que l'Algérie a mis en place pour justement protéger cette catégorie, à savoir les migrants subsahariens, libyens, syriens, ça remonte à une décennie. Aucun texte législatif ne prévoit une protection ou avoir accès à l'asile et puis avoir la qualité de réfugié international et du coup profiter et puis bénéficier de la protection internationale. Un des dossiers les plus frappants, c'est le dossier de l'avocat tunisien, du confrère tunisien, Makhlouf Saddin, qui était extradé d'Alger, même si la reconnaissance du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, était attribuée momentanément en attendant une opération de relocalisation qu'il avait entamée en direction du Royaume-Uni, donc à Londres. Sur ce, donc l'Algérie étant un pays pas sûr,
Comment, par quelle magie, par quelle stratégie? Parce que du côté français, il faut savoir que les migrants algériens, la route préférée, c'est la route de l'Espagne, des îles espagnoles, mais aussi de la côte espagnole. Mais pour la plupart, ils finissent par atterrir en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de parenté, il y a probablement des liens amicaux avec ces jeunes Haragay, c'est regrettable de le dire, mais aussi une facilité en termes de langue. Donc, ils arrivent quand même à dénicher des petits travails par-ci, par-là, histoire de subvenir à leurs besoins en attendant que le soleil se lève sur leur situation. Et la France, justement, quand elle négocie au premier pas avant l'Espagne avec l'Algérie sur ce chapitre, c'est toute l'Europe qui parle. Sachant que dans la nouvelle politique européenne sur ce qu'ils appellent entre autres le nouveau pacte européen sur l'asile et la migration, il y a cet effet d'externalisation des frontières. Et là, c'est l'absurdité, si Jamal. Quand on externalise les frontières, pour les demandeurs d'asile surtout, est-ce que l'Algérie est un pays sûr qui va offrir un traitement équitable pour les migrants subsahariens et pour les Libyens, etc., etc. La réponse est faite d'elle-même. C'est le classement de l'Union européenne. L'Algérie n'est pas un pays sûr. Ça, d'une part. D'autre part, est-ce que la France veut faire jouer à l'Algérie ce que l'Italie a fait jouer à la Tunisie, c'est-à-dire être un gendarme de la Méditerranée? Et on voit très clairement que Kais Saïd, du côté tunisien, assume pleinement ce rôle de gendarme, monnayant bien sûr cette fonction avec des aides de l'Union européenne en termes de projets structurants. La question, elle est à ce niveau. Et puis, les migrants, comme vous l'avez dit, Si Jamal, et effectivement, je partage tout à fait votre lecture, que les jeunes Algériens aujourd'hui sont devenus un objet de chantage. Figurez-vous que durant le Hirak, il n'y avait pas de harga qui m'a collé où le chiffre était revu à la baisse d'une manière vertigineuse. Donc, il y avait espoir chez la jeunesse algérienne d'un changement démocratique, d'un changement progressiste. Et force est de constater que juste après l'arrivée, le parachutage du chef de l'État, tout de suite après, la harga a repris comme jamais. A repris d'une manière exponentielle. Alors, Assia Gchoud, sur ce point, d'ailleurs, comme vient de le rappeler Issa Rahmoun, l'Algérie, qui n'est pas un exemple en termes de traitement de la situation des migrants. Nous savons comment sont traités les migrants subsahariens en Algérie. Ils sont pourchassés, entassés dans des bus comme du bétail, jetés. D'ailleurs, le Croissant Rouge lui-même avait prêté, le Croissant Rouge, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge, un organisme censé agir pour les droits de l'homme, la protection des plus faibles, le Croissant Rouge algérien a participé à ces expulsions massives de subsahariens d'une façon absolument atroce. Ils ne sont même pas identifiés, ils sont jetés pêle-mêle dans les pays Niger, Mali, à vous de vous débrouiller après, leur disent-ils, pour faire le tri. Je rappelle, Si Jamal, je rappelle un point très important. Excusez-moi, j'ai pris 2 minutes pour Sia. Récemment, des fosses communes ont été découvertes en Libye. 156 corps subsahariens. Moi, je les ai vus de mes yeux, Issa Rahmoun, dans les années 80-90, comment étaient traités les migrants par Kadhafi, qu'il est ramené lui-même des pays subsahariens pour faire du chantage à l'Italie. Puis dès qu'il s'entendait avec Berlusconi, il les livrait à ses troupes, qu'il les massacrait, qu'il les vendait dans les souks des esclaves.
qui violait les femmes, pardonnez-moi, et tout le reste. Je les ai vus de mes Mais yeux. ça, c'était grâce à une enquête d'une ONG qui est basée à Tripoli. Oui. Mais imaginez, on parle de la situation en Libye. Effectivement, ils sont en guerre, c'est pas la même situation en Algérie. Mais quand il n'y a pas d'accès à l'information, quand il n'y a pas d'accès à la documentation, quand les journalistes ne font pas leur travail, empêchés de faire leur travail, quand les avocats sont interdits de pénétrer dans ces centres de rétention administrative, je dirais même probablement des centres de concentration, on ne peut pas avoir Oui, des oui, chiffres oui, réels, hein. oui, c'est des camps de concentration. Alors, Assia Gchoud, votre tour de micro sur cette question avant de passer maintenant, après vous, après votre intervention, à un sujet autrement plus douloureux, s'il en est, puisqu'il n'y a pas de concurrence entre les tragédies, en fait. Assia Gchoud. Oui, bon, ce sujet est très important. Maintenant, moi, je ne prétends pas être une spécialiste pour en parler. J'en connais qui le sont, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme. Monsieur Maître Aïssa Rahmoun est ici présent et je connais d'autres avocats comme Zakaria Blahraj. Je sais qu'il est très spécialisé dans ce domaine. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des révélations dans le passé à plusieurs reprises sur le traitement qui est réservé aux migrants en Algérie, notamment aux frontières. J'ai pas manqué de voir à plusieurs reprises des vidéos de dénonciation de Mohamed Abdallah, qui est actuellement emprisonné à la prison militaire de Blida. Il a fait énormément de vidéos pour parler, pour dénoncer ces cas précis, en donnant vraiment énormément de détails sur ces fosses, sur ce qui se passait aux frontières, le fait que des généraux, des responsables militaires demandent aux soldats de tirer à vue et voilà, d'enterrer dans le sable du désert ces migrants. Donc voilà, j'invite les gens à regarder ces vidéos s'ils ne l'ont pas fait. Il y a eu aussi les révélations de Bonouera, hein, qui est également dans la prison militaire. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont quand même des témoignages assez importants. Maintenant, sur la situation des sans-papiers en France, vous parliez tout à l'heure de chiffres. Moi, je pense que c'est très difficile de quantifier. C'est très compliqué parce que les frontières de Schengen sont une passoire. On voit bien, et c'est le cas, c'est une passoire malgré toutes les tentatives de l'Union européenne d'essayer de sécuriser, de contrôler. La Méditerranée, on passe, voilà, vous avez des milliers, des centaines de milliers de personnes qui passent chaque année, non pas que depuis l'Algérie, hein, mais on constate depuis quelques années que depuis l'Algérie, les chiffres ont explosé. Ça devient, je crois, en Espagne, une des premières communautés qui arrivent sur le sol espagnol depuis la Méditerranée. Et les frontières françaises, c'est une vraie passoire. Vous avez tellement cette frontière est tellement importante entre l'Espagne et la France, vous avez des possibilités de passer très facilement. Maintenant, il y a même un TGV qui part de Barcelone jusqu'à Marseille, je crois. Donc, il y a énormément de possibilités de passer cette frontière et les Algériens arrivent en masse sur le sol français. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, parce que ça, c'est un constat qu'on a fait depuis un certain nombre d'années, mais c'est le symptôme de quoi? Parce que j'écoutais Maître Issa Rahmoun dire que pendant le Hirak, il n'y avait pas de Harraga. C'est vrai, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, même dans cette émission, ça a été rappelé à chaque fois qu'on a parlé de ce sujet. Et c'est le symptôme de quoi? Ça serait bien qu'on puisse étudier finalement ou que des personnes se posent la question, pourquoi autant de Harraga et encore plus ces dernières années? Depuis 2021, on a constaté que ce chiffre a explosé. Le nombre de haragas qui prennent, les jeunes qui prennent des risques. On a vu des femmes. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il y a des femmes enceintes, des bébés, des familles entières qui prennent une embarcation avec le risque quand même de mourir en mer et quel que soit le temps. Là, actuellement, la Méditerranée, elle est, voilà, il y a énormément de vent, de vagues, de pluie. Le sud de l'Espagne est complètement inondé. Malgré ça, il continue à y avoir des haragas qui prennent ce risque, qui partent. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est le symptôme de quoi? Encore une fois, moi, je préfère quand même parler de ça. C'est de la même manière que quand on parle de Tebboune. Tebboune, pour moi, il représente rien. Tebboune, c'est un symptôme également.
parler de Tebboune, c'est nier le fait que la source de ce mal, qui l'a désigné, ce sont des généraux qui sont à la tête de ce pays depuis 62, qui croient que c'est un butin de guerre et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça la réalité. On enlève Tebboune, on le remplace par quelqu'un d'autre, ça sera le même problème. Aujourd'hui, moi, mon problème n'est pas avec Tebboune. Tebboune, il représente rien pour moi. Mon problème, c'est avec ces généraux qui depuis 62, d'ailleurs la plupart d'entre eux, ce sont des DAF, les déserteurs de l'armée française, qui ont pris le pouvoir, qui ont même tué des vrais révolutionnaires, des vrais moudjahidines, et qui ont pris le pouvoir et qui croient que c'est le pays de leur père. Excusez-moi de m'énerver comme ça, parce que c'est un sujet qui mérite quand même de s'énerver. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Nous avons appris, Issa Rahmoun doit être certainement au courant, puisqu'il instruit et il traite ce genre de dossier. Je crois que c'est sa propre priorité. Asia Gchoud aussi, qui s'occupe beaucoup des détenus d'opinion et de prisonniers politiques en Algérie, et dont le mouvement, je rappelle, le mouvement Rachad a été classé terroriste par le régime algérien et qui figure d'ailleurs, ainsi que celui du MAC, dans toutes les négociations entre la France et l'Algérie qui ose demander à la France, qui est un État de droit, qui n'a pas classifié ces deux mouvements en mouvements terroristes, pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu le moindre acte terroriste. On peut ne pas être d'accord avec eux, avec leur idéologie, avec leur ancrage politique, avec leur objectif de séparatisme. On peut ne pas être d'accord, mais de là à les qualifier de terroristes, alors qu'il n'y a pas un seul acte de terrorisme. Les seuls actes de terrorisme qui ont eu lieu en Kabylie sont le fait du régime lui-même, qui a fait assassiner des gens, qui a brûlé des forêts entières, qui a essayé de semer la zizanie et la discorde entre les habitants d'un même pays. Or, ces deux mouvements, la preuve, c'est qu'aucun pays européen n'a suivi le régime algérien, ni n'a classé ces deux régimes des mouvements terroristes, ni ne les a inquiétés de la moindre petite façon, alors que nous savons, nous qui vivons en Europe, combien ils sont vigilants, combien ils nous surveillent à la loupe, et que le moindre petit prétexte est happé comme un pur bonheur pour essayer de classer les gens, cette classification dont je ne me rappelle plus le nom, classé X ou classé Y. Alors, nous apprenons donc que le professeur Tahar Wahashi, universitaire, qui enseigne l'histoire à l'université de Blida, un homme très réservé, très calme, mais qui est très honnête intellectuellement, qui dit son avis sur les questions qui nous concernent, sur des questions qui concernent l'histoire de ce pays, qui concernent la rente mémorielle, des choses qui peuvent déranger le régime. Alors, il a publié quelque chose dont on ne sait rien, paraît-il, sur son propre espace. Peut-être que Issa Rahmoun va pouvoir nous le dire. Et tout aussitôt, il a été appréhendé, jeté en prison comme le pire des voyous, sans plus d'explication. Alors, j'aimerais que nous puissions en discuter, Issa Rahmoun, sur ce point et sur celui, d'une façon générale, de ces arrestations arbitraires, de ces enlèvements. Rappelons l'affaire Jelloul Slema. Enlèvement, séquestration, mauvais traitement, condamnation pour avoir dit un avis d'expert économique sur l'affaire de Raj Bilet, où le propre fils de Tebboune est très fortement impliqué avec une société turque que M. Trump, président américain, a dénoncée pour être l'objet d'une subvention absolument scandaleuse et qui s'appelle de la concurrence déloyale pour les Américains et qui, pour cette raison, refuse désormais de prendre du fer algérien. Sur l'affaire du professeur Tayyib Wahashi, maître Issa Rahmoun. Vous avez évoqué deux noms, donc deux universitaires, deux chercheurs, deux professeurs, Slami et Wahashi,
Et avant ça, j'attire votre attention que l'Algérie est un pays qui n'a pas ratifié la Convention internationale sur les droits et les libertés académiques. Pourquoi je dis ça? Euh, et on revient au Max Weber dans Le savant et le politique. Ces deux personnes, Slami et Ouhachi, ne sont pas des militants politiques, ce ne sont pas des défenseurs, ce ne sont pas des activistes. Ils ont leur qualité de chercheurs, d'académiciens. Nous voyons à votre côté, académicien, nous voyons à votre côté l'universitaire qui a été arrêté, jeté en prison sans plus d'explications. oui, oui. Il n'est pas impliqué dans un mouvement politique, dans une organisation de la société civile, dans un syndicat où il est porteur de messages d'opposition ou de transformation du système ou de mutation du système. Donc, un professeur, c'est quelqu'un qui a des avis qu'on peut partager, qu'on peut ne pas partager. C'est une expertise. Vous savez, Assi Jamal, à l'occasion d'un procès en justice, qu'il soit pénal ou civil, le juge peut désigner un expert. Et cet expert, il est mandaté pour une mission de bornage d'un terrain, un médecin légiste pour une affaire d'homicide volontaire ou involontaire, pour faire une expertise, établir une expertise qui va aider, éclairer et la justice et la défense pour arriver à la vérité. Dans le débat socio-économique et politique à la fois, une société vivante qui a une ambiance sociale, comme disait Mohamed Harbi, a besoin de ce genre d'experts pour éclairer et le gouvernement, pour éclairer et les tenants du pouvoir, pour éclairer la société surtout, sur des sujets bien précis. Alors, Ouhachi, il est d'un petit village du côté d'Adjenad, et c'est un village qui a une grande histoire révolutionnaire, déjà contre l'invasion turque, mais après, avec la colonisation française. Et c'est l'arrière-petit-fils d'un des héros d'une légende de la révolution, de la résistance algérienne, décédé en 1854, qui est un bandit d'honneur, Arzqil Vachir, assassiné dans la place publique à Zazga, qui détournait les wagons et puis les flottes françaises à l'occasion de leur déplacement. Il volait les riches pour les distribuer aux pauvres. Arzqil Vachir est très connu en Kabylie, c'est un bandit d'honneur. Son père et son grand-père étaient aussi un shahid tombé durant la guerre de libération nationale. Et c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire. Sincèrement, je n'ai pas vu une publication, du moins, sur son mur Facebook, parce qu'aujourd'hui, en Algérie, le réseau social qui marche le plus, c'est Facebook. Après, en deuxième position, c'est TikTok. C'est les chiffres donnés par une organisation internationale qui travaille sur ce chapitre. Et puis, il s'agit d'un professeur, Assi Jamal. On est arrivé à un stade, c'est absurdité. Je n'arrive plus à concevoir comment un enseignant universitaire, et là je vois la photo de Ma'amri défiler, un syndicaliste condamné à 20 ans de prison ferme. Mais on est arrivé. Et là, c'est Abdelwakil Blam. Abdelwakil Blam, effectivement. Mais c'est incroyable, on est arrivé. Le pouvoir, il a tellement peur d'un avis, d'une opinion économique, sociétale, psychologique, juridique, sur tous les domaines, dans tous les domaines. Il a peur d'une voix discordante. Et les voix discordantes, c'est justement ces esprits libres qui donnent leur avis sur le vécu des Algériens. Encore une fois, le régime a raté une occasion pour ne pas se faire accuser par l'opinion nationale et internationale sur son aspect et sa nature dictatoriale. Assia Geshoud, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Ce sera donc
la dernière intervention. Vous aurez à peu près le même temps que Aïssa Rahmoun. Je vous en prie sur cette question de ce dernier séquestré, arrêté, jeté en prison par le régime despotique de M. Tebboune, qui rejoint des centaines de détenus politiques et des détenus d'opinion et de prisonniers politiques. Ainsi que chose. Oui, bon, c'est encore une fois l'usage politique de la justice. C'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui, elle est au service du politique. Elle sanctionne une parole qui ne va pas dans le sens du pouvoir. Et voilà, Maintenant, ce que je peux dire, enfin moi, ce que je constate et le sentiment que j'ai, c'est assez ambivalent, hein, mais finalement, toutes ces personnes qui auparavant nous jugeaient. Tout à l'heure, vous parliez de l'histoire du terrorisme, et là, vous avez invité sur votre plateau la terroriste en personne, parce que je fais partie du mouvement Rachid, comme vous l'avez dit, qui a été décrété mouvement terroriste sans avoir jamais tué une mouche. Euh, Finalement, ces gens-là, parce que en fait, que ce soit les historiens qui ont été arrêtés, les universitaires, etc., là dernièrement, c'était des gens qui étaient quand même dans un message assez lisse, qui la plupart du temps étaient d'accord avec ce pouvoir, ou alors ils allaient dans leur sens, ils les défendaient. Il y a eu des journalistes qui ont carrément défendu Tebboune, bec et ongles, etc., là dernièrement. Je crois que c'est ce journaliste que vous montrez. Euh, donc moi, ce que je ressens aujourd'hui, finalement, c'est que peut-être qu'il va y avoir un éveil ou un réveil de la part de ces gens-là, parce que finalement, ça veut dire ça n'arrive pas qu'aux autres, et c'est pas juste les opposants, ceux qui critiquent ce régime, ce système. Ça peut arriver à n'importe qui. Et on a vu même des personnes qui étaient proches du pouvoir, hein, qui ont travaillé, qui étaient des amis de Tebboune, comme je crois la dame Narza, c'est bien ça, je crois, Oui, qui est oui. actuellement en prison. Voilà. C'est-à-dire que ça touche. Je vais pas vous dire que ça me fait plaisir parce que c'est pas possible. On peut pas se réjouir de l'arrestation de qui que ce soit par rapport à ses opinions, et ça, je le dis toujours. Je sais plus qui a dit ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai toujours pour que tu puisses l'exprimer. Euh, oui, c'est Voltaire, voilà, c'est Voltaire, pardon. C'est important qu'on puisse exprimer ses opinions, mais maintenant, le sentiment que j'ai, et pardonnez-moi hein, de ressentir ça, c'est finalement une satisfaction de voir que ces gens-là qui nous ont critiqués, qui ont écrit contre nous, qui étaient contre nous, c'est-à-dire que eux-mêmes se retrouvent dans cette situation. Donc peut-être que ça va éveiller quelque chose chez eux. Et justement, permettez-moi, Jamel-Din, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, mais j'en profite parce qu'on a déjà eu à débattre de ce sujet. J'ai déjà entendu sur votre plateau des personnes qualifiées de Rachid ayant une idéologie islamiste. Je tiens quand même à corriger rapidement cet amalgame, notamment en utilisant un vocabulaire ou des éléments de langage qui sont quand même ceux de la propagande. Parce que le mouvement Rachad n'est pas un mouvement islamiste. Il faudrait que les gens lisent la charte et les statuts, qu'ils aillent voir le site de Rachad pour comprendre ce que c'est ce mouvement. Voilà, cette propagande, elle a quand même fait un chemin assez important. Et aujourd'hui, c'est très important de faire attention à ces éléments de langage. Notamment quand on est à l'extérieur, on voit bien, il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a des risques, il y a aussi des risques à l'étranger. Moi, je me trouve en Europe, en France. Je suis présidente du mouvement Rachad en France, et je vous assure qu'il y a quand même une surveillance assez importante de tous les mouvements qu'on dit islamistes. Et ce n'est pas le cas de Rachad. Donc j'aimerais bien quand même corriger ce genre de, je dirais accusation gentiment. C'est pas une accusation. Je pense que c'est un manque. C'est la propagande qui finit au fur et à mesure par vraiment influencer tous les esprits.
Merci Assia. Je vais revenir très vite vers Issa Rahmoun. Issa Rahmoun, la Fédération internationale des droits humains organise une table ronde, a-t-on appris, à Paris, avec des personnalités algériennes, avec des intellectuels, avec des militants du Hirak, pour parler, évoquer le Hirak, essayer un peu d'en discuter, de savoir ses tenants et ses aboutissants, pourquoi il s'est arrêté aussi brutalement, pourquoi il n'a pas abouti, pourquoi il a été récupéré, enfin pas récupéré, pourquoi il a été dévoyé par le régime qui l'a fait sien, puisque c'est le Hirak el-Moubarak qui l'a fait de la journée de son avènement une journée fériée, hein, pour rire un peu. Donc vous organisez donc une table ronde, NATV, North Africa TV, et le Magharibi à Londres organise aussi une rencontre pour permettre à des militants d'horizons divers de venir en parler, en discuter, essayer de comprendre, sortir des sentiers battus et des canaux d'expression du régime qui ne dit que ce qui l'arrange. Est-ce que vous pourriez, en moins de 2 minutes, nous dire un peu ce qu'est votre initiative, Issa Rahmoun? Effectivement, donc l'histoire se répète des fois. On est aussi en 2026 et on fête pendant toute cette année le centenaire de la création de l'étoile nord-africaine. Rappelons-le que l'étoile nord-africaine était le premier moteur libérateur du combat du décolonisation des États, mais aussi des peuples. Force est de constater aujourd'hui qu'en 2026, des militants au niveau de la diaspora organisent ce genre d'événement. C'est une occasion de revenir déjà sur un bilan, les manquements, l'état des lieux. Voilà, après 7 ans de règne de Tebboune, issu des élections, enfin, entre guillemets, du 12 décembre 2019. Quels sont les défis, quelles sont les perspectives, mais aussi l'état des lieux. C'est très important de revenir sur ces sujets. Et puis, au niveau de la FIDH, de la Fédération internationale pour les droits humains, nous n'avons jamais cessé de travailler sur toute la région du Maghreb et Moyen-Orient, mais au niveau international, il ne faut pas se dire qu'on travaille seulement sur la région. C'est une fédération qui couvre 132 pays, 210 organisations qui font partie de l'AFIDH. Et avec ce débat, ça va être un débat très transversal avec des amis tunisiens, marocains, avec des amis français, des amis belges, autour de la question, parce que là, le mouvement des droits humains est un mouvement universel. L'AFIDH, pour le rappeler, était la première organisation internationale à avoir classé l'agression d'Israël contre Gaza de génocide en cours. Ça nous a coûté beaucoup d'accusations, ça nous a coûté beaucoup d'attaques, mais on garde la boussole, le droit international, le droit international humanitaire et la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Merci. Un dernier mot à Assia pour rester galant, parce qu'elle n'a pas parlé suffisamment, j'ai l'impression, alors qu'elle est tellement intéressante, Assia. Vous écoutant, Assia. Le mot de la fin, moins d'1 minute, s'il vous plaît. Oui, bon, moins d'1 minute. Je pense que j'ai suffisamment parlé, en tous les cas, depuis maintenant presque 7 ans, c'est-à-dire que le week-end prochain, 22 février, nous allons clôturer les 7 années de Hirak depuis 2019. Et je pense que pendant ces 7 années, nous avons beaucoup parlé, nous avons dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule information importante qui a échappé aux citoyens, aux Algériens, et tout le monde sait tout. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'agir,
de passer aux actes, s'unir, comme disait Sarahmoun, ces tables rondes, c'est parfait. Voilà, nous, en tant que mouvement Rachid, nous sommes toujours, nous répondons toujours à tous les appels et à toutes les invitations pour être présents et pour discuter. Donc, je tiens à le dire, même si ça pose problème à certains de se retrouver autour d'une table avec nous sans vouloir polémiquer, hein, mais en tous les cas, je trouve que les meilleures initiatives aujourd'hui, c'est de discuter tous ensemble et d'essayer d'unir nos forces. Et je vous remercie encore une fois de toujours me laisser la possibilité de m'exprimer sur votre chaîne. C'est moi qui vous remercie, Assia, comme je remercie Aïssa Rahmoun, comme je remercie nos chers téléspectateurs de nous prêter leur aimable attention. Et j'espère qu'en cette occasion, qu'en ce rendez-vous avec l'histoire, avec la mémoire de la résistance algérienne au despotisme, à la dictature, j'espère que partout en Algérie, partout là où le cœur battant de la démocratie est encore là, en veilleuse, mais toujours en fonction, toujours au travail. J'espère que nous commémorerons tous ensemble ce Hirak et que nous l'appellerons de nos voeux à revenir nous visiter pour changer notre vie. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.